Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Salut Bruno, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, on a encore un autre épisode virtuel en pleine pandémie. Mais là, cette fois, on a essayé quand même de recevoir un invité aujourd'hui. On a Tijani. Je ne me prononcerai pas sur ton nom de famille. Je vais te laisser te présenter, nous parler un peu de toi, qui tu es, et tout ça. Bonjour à tous, mon nom est Tijani Belmansour. Je suis architecte cloud chez Cofomo. Je travaille chez Cofomo à Québec. Puis je suis aussi un Microsoft Azure MVP depuis 2 ans maintenant. Je suis aussi co-organisateur de la communauté Azure de Québec, donc, dans la belle ville de Québec, que vous pouvez rejoindre sur notre site Meetup. En fait, effectivement, comme tu le mentionnais, Eric, dans le contexte de pandémie, on n'a pas eu le choix de nous adapter. Donc, ça nous a forcé plutôt de nous adapter à faire nos rencontres virtuelles par des Teams Live Events. Donc, même si vous n'êtes pas à Québec, vous êtes les bienvenus dans nos activités, dans nos formations. Puis vous pouvez aller sur notre Meetup, puis vous inscrire, puis vous pouvez vous joindre à nous par Teams. Et si vous voulez revoir nos anciennes présentations, elles sont sur notre chaîne YouTube. Donc, on a une chaîne YouTube Azure, Communauté Azure de Québec, et vous allez trouver nos présentations. Quant à moi, si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre par mon Twitter ou sur mes blogs. Donc, le premier, espacenuagique.com, c'est mon blog en français. Puis, Dev2, c'est mon blog en anglais. Donc, c'est pas mal les mêmes articles, mais je les fais dans les deux langues. OK, super. Donc, aujourd'hui, toi, tu viens nous parler de quelque chose. En fait, la question à laquelle tu essaies de répondre, c'est comment on peut tester des nouvelles versions de .NET sur des web apps. C'est ça que j'ai compris? Exactement. En fait, le sujet que je vais essayer de couvrir aujourd'hui est un peu plus large. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut étendre les fonctionnalités du web app, donc d'un Azure App Service. Et pour illustrer l'exemple, en fait, pour illustrer, on va dire, cette façon de faire, on va prendre pour l'exemple comment est-ce qu'on peut installer la dernière version de .NET sur une web app. Pourquoi .NET? Ben, on est des tripeux de .NET, puis c'est sûr qu'on aimerait tester les nouvelles versions de .NET au fur et à mesure qu'elles arrivent, sauf que si vous êtes familier avec les web apps, bon, quand vous créez une web app, vous avez un choix, on va dire, relativement limité de versions du framework, essentiellement les versions LTS, notamment de .NET Core. Donc, par exemple, en date d'aujourd'hui, la version .NET 5 n'est pas encore officiellement sortie, donc on ne l'a pas encore dans la liste de ces choix-là. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on peut, malgré tout, le tester dans le contexte de nos app services. OK. Donc, je vais passer sur mon portail d'Azure. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de nous créer une web app. Donc, je vais me prendre créer une web app que je vais appeler Bracket Show Windows. Comme vous voyez ici, dans la liste des runtime qu'on peut utiliser, on a .NET Core 2.1, .NET Core 3.1. Pourquoi ces deux versions-là? Parce que des versions LTS essentiellement. Donc LTS, c'est un long time support, c'est-à-dire qu'elles sont supportées pendant 3 ans à compter de la date de leur sortie. Ça, c'est vrai parce qu'on utilise Azure pour faire la web app. On pourrait nous-mêmes créer tout un environnement virtuel puis installer ce qu'on a besoin dessus, mais là, on veut bénéficier quand même de la fonctionnalité de web app d'Azure, finalement. Exactement, c'est un excellent point que tu amènes, Eric. Justement, on aurait pu aller se créer une VM, par exemple, puis installer ce qu'on veut dessus, installer .NET 5 et autres, puis utiliser la VM. On essaie quand même toutefois de privilégier les web apps dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que c'est un service PaaS, donc toute la gestion de l'infrastructure sous-jacente est déléguée à Microsoft. Donc, c'est un souci en moins à gérer de notre côté. Donc, on va se concentrer sur notre applicatif. C'est un excellent point, Eric. Tu as tout à fait raison. Donc, ici, au niveau de la région, je dirais on va choisir Canada Central. Et je vais créer un service plan quelconque. Donc, je vais créer ma web app.
prendre quelques instants pour valider ma configuration, mon paramétrage. Donc maintenant, la validation est faite. On clique sur Create, puis ça devrait prendre quelques secondes à créer. Et donc là, on l'a démarré avec la version qui est présentement disponible. On n'avait même pas, c'est ça, on n'avait pas le choix et on va partir de cette web app-là pour aller vers une version qui n'est pas encore disponible, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Donc là, en fait, on a pris la dernière version, la version la plus récente qui a été proposée dans la liste des options possibles, qui est en l'occurrence .NET Core 3.1. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer par-dessus .NET 5, qui est à l'heure actuelle, la version la plus récente, c'est la RC2, si je ne m'abuse. Oui. Et on est quand même, en date de l'enregistrement, aujourd'hui à quelques jours du lancement de .NET 5. Donc, et même RC2 de mémoire, ils ont annoncé que c'était une version qui était production ready. Donc, on est quand même en... C'est légitime de vouloir tout de suite faire une application qui va pouvoir l'exploiter. Exactement, exactement. Puis la technique qu'on voit aujourd'hui sera aussi applicable dans quelques semaines. Parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, Bruno, .NET 5 sera officialisé, mais on est d'accord qu'il y aura d'autres versions de .NET qui vont venir après, donc on va vouloir aussi possiblement tester et exploiter ces versions-là. Et même en dehors, je pense, des versions, on pourrait aussi aller vers les versions qui ne sont pas nécessairement LTS. Donc, c'est pas juste de prendre les versions qui sont disponibles en bêta ou pas encore officielles, mais vraiment, dès qu'il y a une version que nous, on a des fonctionnalités qu'on a besoin, on a la chance d'en profiter. Tu as tout à fait raison. Admettons qu'aujourd'hui, tu as une application que tu as créée puis qui est en .NET Core 2.2, qui n'est pas une version LTS, et tu dis, moi, je n'ai pas forcément le goût tout de suite de la migrer en 3.1, qui est la version LTS la plus récente en date du jour. Tu pourrais dire, je veux quand même la rouler sur mon app service. Tu pourrais utiliser cette technique-là, par exemple, pour aller t'installer le framework 2.2. En fait. Okay. Donc ici, notre web app est créée. Donc vous voyez, on a une web app très standard. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans la console. Puis, on va voir quelles sont les versions de .NET qu'on a d'installer ici. Donc, si vous voyez, on a quand même différentes versions ici de .NET. Et la plus récente, c'est 3.1, 3.1.8. Donc, vous voyez que .NET 5 n'est pas là. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait l'installer? Donc, il existe une fonctionnalité intéressante dans les App Services qui s'appelle les extensions. Comme son nom l'indique, ça permet d'étendre un petit peu les fonctionnalités des App Services. Donc, comme l'a mentionné Eric plus tôt, on aurait pu se prendre une VM et installer tout ce qu'on veut dessus. Les App Services, c'est un plateforme as a service, c'est-à-dire que Microsoft nous fournit l'infrastructure sous-jacente, puis nous, on s'occupe plus de la stack applicative, puis les données par-dessus. Par contre, des fois, on a besoin d'avoir certaines fonctionnalités de plus. Je donne un exemple. On a parlé de .NET 5, mais imaginez qu'on utilise, par exemple, dans notre cas, Datadog ou Raygun pour faire monitoring de nos applications. On pourrait installer ces deux outils-là directement dans notre App Service. Okay? Donc, si on clique ici sur Add, on a une sorte de marketplace d'extensions. Vous voyez, on en a plusieurs ici. Il y en a qui viennent de Microsoft. Donc, si je remonte un peu ici, vous voyez par exemple ici .NET Core 2.2, on en parlait tout à l'heure. .NET Core 2.2 est fourni par Microsoft, mais il y en a d'autres. Par exemple, si tu regardes ici, Datadog, lui, est fourni par la compagnie du même nom, Datadog. Okay? On a Elma, pour ceux qui sont plus familiers avec Elma, on en a plusieurs. Donc ici, si on regarde dans cette liste-là, vous voyez que Microsoft nous fournit quand même ASP.NET Core 5. Donc, vu que c'est une application web, c'est essentiellement celui qu'on va vouloir installer. Ici, il faut accepter les termes de la licence. Hein. Bien sûr, tout le monde lit les termes de licence, puis on accepte ça en connaissance de cause. Très attentivement, oui. Et donc là, on a rajouté notre extension.
Ça va prendre quelques secondes à installer. Et ici, dans nos notifications, ça nous dit qu'il est en train d'installer l'extension. OK. Donc, ça a pris quelques secondes à installer. Donc, maintenant, si je retourne sur ma console et que je refais de nouveau .NET Info, j'aurais pu aussi faire .NET List Runtimes. Je vois ici que je n'ai pas .NET 5. Pourtant, je viens de l'installer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je n'ai pas eu d'erreur d'installation, juste qu'il n'est pas là. En fait, si je reviens sur mon PowerPoint, l'extension a été ajoutée dans mon App Service, mais elle n'a pas été activée en quelque sorte. Donc maintenant, il faut que je sache comment l'activer. Donc si vous voyez ici, pour ceux qui sont familiers avec les App Service, vous avez une sorte de console d'administration des App Service qui s'appelle Kudo. Donc vous voyez ici dans la console Kudo, si je choisis la console de debug, que ce soit en CMD ou en PowerShell, peu importe, j'arrive ici avec une sorte de vue graphique de mon système de fichiers. Puis je vois ici que j'ai un répertoire qui s'appelle Site Extension. Voilà. Donc, allons faire un petit tour dans ce répertoire. Donc, si je tape Kudo, je pense que c'est là qu'on voit l'importance d'expliquer ça parce que c'est pas des fonctionnalités, je pense, qui sont facilement retrouvables dans des tutoriels ou la documentation de Microsoft, à moins que je me trompe. Effectivement, je t'avouerai que personnellement, à moins que j'ai mal cherché, mais j'ai pas trouvé cette information-là. Donc, la première fois que j'ai rajouté l'extension, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai des erreurs. Donc, j'ai regardé dans l'activité log, je me demandais est-ce qu'il y avait des erreurs d'installation ou autre. Je ne trouvais pas pourquoi ça ne marchait pas. Okay. Puis, petite parenthèse aussi, pour ceux qui veulent accéder à l'interface Kudo rapidement à partir de l'URL. Quand c'est l'URL qui est sur .azurewebsites.net, il faut juste rajouter le .scm entre notre Exactement. nom de domaine. C'est la seule différence dans le fond, mais ça fonctionne juste sur le nom de domaine par défaut qui est donné par la plateforme Azure. Sinon, si c'est un domaine custom, là, ça ne fonctionnerait pas, mais au moins, c'est la façon rapide d'y accéder. C'est un excellent point, Eric. Merci. Donc ici, on arrive sur la console debug. J'ai choisi CMD, mais j'aurais pu choisir PowerShell. Mais quand on va dans le répertoire Site Extension, on voit ici que j'ai mon ASP.NET Core Runtime qui est bien là. Donc, mon extension a bien été ajoutée. Si je regarde là-dedans, j'ai un fichier install.cmd. OK? Donc, en fait, c'est ce fichier-là qu'il faut exécuter pour ajouter .NET. Donc, maintenant, si je fais un .NET Info, normalement, je devrais le voir. Donc, l'extension a vraiment juste la responsabilité de déposer les fichiers nécessaires. Dans le cadre de cette extension-là, effectivement, oui. Il y en a d'autres qui font l'installation en même temps, mais celle-ci, apparemment, ne fait pas l'installation par elle-même. Okay. Donc, vous voyez, maintenant, ici, on voit qu'on a bien .NET 5, le runtime de ASP.NET Core 5 RC2. Hein? Okay. Là, on était évidemment dans un cas, tu l'as marqué dans le nom de l'app qu'on a créé, c'était dans un cas Windows. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose côté Web App Linux? C'est une excellente question. Allons explorer ça ensemble. Donc, si je reviens dans mes Web Apps et que je me crée une Web App... Parce que là, évidemment, on ne parle pas d'un cas où on utiliserait le framework .NET où c'était surtout disponible sur Windows. Mais là, avec .NET Core, qui est cross-platform, j'aimerais pouvoir le faire dans les cas où j'ai besoin de faire une web app Linux. Je comprends tout à fait, puis tu as tout à fait raison. Donc ici, on va lui donner un nom qui s'appelle Bucket Show Linux. Pour pouvoir la différencier. Puis encore une fois, on voit ici qu'on a les versions LTS. Donc choisissons par exemple .NET Core 3.1. Ici, on va choisir Linux. Okay? On va la mettre dans la même région que son ami. Puis, on va créer notre web app. On a encore l'étape de validation, comme tantôt. Oups. Ah oui,
ça c'est un point important. C'est un peu hors du sujet du jour, mais c'est un point important à remarquer. Si vous essayez de créer une web app Windows et une web app Linux dans la même région, dans le même ressource groupe, il va vous en empêcher pour le moment. Donc la façon la plus simple, ce serait juste de changer en fait la région. Parce que dans le fond, ça roule dans des containers, puis il n'est pas capable de rouler les containers Windows et Linux ensemble, c'est ça? C'est ça, en fait. C'est une limitation qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre une web app Linux et Windows dans le même groupe de ressources dans la même région. Tu aurais pu les mettre dans la même région, mais dans des ressources groupes différents. Mais la combinaison des deux, ressources groupes et régions, semble ne pas fonctionner pour l'instant. Donc ici, la validation a été faite. On crée notre web app. Ça devrait prendre quelques secondes. OK. Donc maintenant, notre web app est créée. Donc on parle bien de notre web app Linux. Puis on va aller sur les extensions. Et regardez donc ça. Les extensions sont grisées. On n'a pas cette fonctionnalité-là d'extension sur les web apps Linux. Donc là, notre ami Bruno est triste, il ne peut pas tester .NET 5 sur sa web app Linux. Mais je présume que tu as un plan B. C'est ça. Tout n'est pas perdu. Garde espoir. Donc là, si on va sur notre SSH, en fait, on va faire ça comme des grands garçons. Au lieu de passer par un assistant, on va y aller par la ligne de commande. Ce que tous les gens qui font du Linux connaissent très bien. Ouais, c'est ça, bien sûr. Puis, étant donné que je ne suis pas un expert Linux, mais pantoute, j'ai mis les commandes ici. Donc, la première chose, et ça, honnêtement, ça a été un petit peu la galère à trouver, parce que c'est pas documenté. En tout cas, je n'ai pas trouvé un tutoriel ou un blog ou la documentation officielle de Microsoft. Donc, ça a été beaucoup d'essais-erreurs pour trouver ça. La première chose que j'ai faite, c'est, vous savez que les distributions Linux, il y a plusieurs distributions, puis chacune a son propre package manager pour installer ses affaires. Donc, la première chose, c'est de se dire, OK, je suis sur une web app Linux, donc l'infrastructure est gérée par Microsoft, mais c'est quelle version de Linux qui roule dans ce contexte-là? Donc, on a ici une commande pour pouvoir déterminer la version de Linux. Donc, ça fonctionne sur toutes les distributions de Linux, cette commande-là? Oui, celle-là, elle fonctionne. Oui. Donc, si tu roules cette commande-là, tu vas voir que ta version de Linux, c'est un... On va la faire, OK? Donc, on voit ici que c'est un Debian version 10. Donc, à partir de là, maintenant, je dis OK, il faut que je me trouve les commandes pour pouvoir installer .NET Core sur Debian. Puis là, si vous allez sur le site de Microsoft, vous cherchez installer .NET Core sous Linux, vous avez une belle page du site de Microsoft qui vous explique pour les différentes distributions de Linux comment on le gère. Donc, cette partie-là est très bien documentée sur le site officiel de Microsoft. Maintenant, pour marquer ici la commande, je dois faire un sudo. Okay? Sauf que sudo n'est pas installé par défaut en Linux. Donc, pour le faire, vous allez devoir faire cette première étape-là, okay? Qui est d'installer sudo. Puis pour ça, en fait, on va se mettre en super user, donc on va se mettre en user root. On va mettre à jour le package manager qui est apt. Et on va lui dire installe-moi sudo, puis fais une installation silencieuse, donc accepte les termes de licence, accepte toutes les affaires. OK? Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer le package associé à .NET Core 5 et on va l'installer. En fait, on va le rajouter dans la liste. Donc, avant de l'installer, on va le rajouter dans la liste des packages reconnus par notre commande. Donc, quand on va faire apt-get, il va voir la liste des repositories. Donc, il va chercher dans un ensemble de repositories, mais il faudrait rajouter ce lien-là dans la liste des repositories.
pour ceux qui sont familiers avec NuGet, c'est un petit peu le même principe. Okay? Quand vous faites un install module, il va chercher dans un ensemble de repositories. Donc, si vous allez chercher dans un repository, par exemple, privé dans votre organisation, il faut le rajouter dans la liste. C'est le même principe. Et comme on disait tantôt, les gens qui sont familiers avec Linux connaissent très bien le principe d'aller ajouter des sources comme ça. C'est pas une surprise. Ah, c'est ça. Je pense que les gens qui sont familiers avec Linux se sont endormis là, en ce moment. Donc, là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour notre APT, encore une fois, puis l'installation en tant que telle se fait par ces commandes-là. En fait, quand on va récupérer à cette URL-là, donc à install.NET Preview, actuellement, le Preview, c'est la dernière version, c'est .NET 5 RC2, comme on l'a vu tantôt. Mais j'ose imaginer que dans 6 mois, ça va être la preview de .NET 6, par exemple. Okay? Ça va être disponible à la même URL. Donc, on récupère un fichier de bash, donc un fichier d'installation. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on exécute ce fichier-là, qui lui contient toutes les étapes d'installation. Okay? Donc, juste pour gagner un peu de temps, je ne ferai pas les commandes dans la console, parce que ça ne vaut pas la peine de voir taper les commandes, c'est pas le but. Mais au moins, vous avez la liste des commandes qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une web app où j'ai déjà installé .NET 5. Le même truc que les émissions de recettes à la télé, on va sortir le gâteau tout cul. C'est ça, je sors le gâteau du four. Une démo web app Linux ici. Si je fais sur SSH, je vais faire .NET info. Vous voyez ici, on a bien notre .NET 5 qui est ici installé. D'accord? Donc, quelques étapes de plus. J'ai une question pour toi. C'est les environnements, normalement, c'est managé par Microsoft. Cet environnement-là, vu qu'on installe des choses manuellement dessus, est-ce que c'est persisté sur plusieurs reboots ou quand Microsoft décide qu'ils font des mises à jour, est-ce que ça va persister, ces changements-là? C'est une excellente question. Puis là, justement, on atteint un petit peu les limitations de ces deux techniques-là. Autant, je dirais, les extensions, tantôt avec les web apps Windows, que la façon dont on a procédé ici pour les web apps Linux. Pour vous le montrer, on dit une image vaut 1000 mots, on va l'expérimenter. Donc, vous voyez ici, ok, je ne vous arnaque pas, vous voyez bien .NET Core 5. D'accord? Parfait. Ce que je vais faire, je vais redémarrer ma web app. Ok? Donc là, notre web app a redémarré. Donc là, on se reconnecte sur notre console SSH. Puis cette fois-ci, si je refais un .NET info, comme tout à l'heure, comme tu le mentionnais, Bruno, on n'aime pas la réponse. Heureusement que .NET 5 a disparu. Puis, connaissant ton attitude depuis le début, j'imagine que tu as un plan B. Ah oui. Je pense qu'on est rendu dans le C ou le D, là. On commence à être creux. En fait, effectivement, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est normal que ça ait disparu, parce que comme tu le mentionnais, Eric, l'infrastructure est gérée par Microsoft. Donc, à chaque fois qu'on redémarre notre web app, ça va disparaître. Tu peux me dire, ouais, mais tu as juste qu'à démarrer ta web app. Oui, je pourrais ne pas le faire, mais des fois, tu n'as pas trop le choix. Je donne un exemple. Si tu te mets en place de l'auto-scaling, que tu veux scaler, ou tu changes de SKU, par exemple, ta web app va redémarrer. Okay, si tu dis, je prends une SKU plus grosse, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme-là, c'est juste de dire, je prends une sorte de machine plus puissante. Donc, si aujourd'hui, ma web app roule sous 2 CPU, 8 GB de RAM, puis je veux 16 CPU, 64 GB de RAM, par exemple, parce que j'ai une application hyper gourmande en ressources, le fait que je change de SKU, ça va redémarrer ma machine, puis je vais perdre mon installation.
J'imagine aussi pour les mises à jour, s'il y a des mises à jour des mises à jour aussi. Choses comme ça, Microsoft va te la redémarrer de toute façon à un moment donné. Tout à fait, tout à fait. C'est l'avantage aussi du fait que ce soit géré par Microsoft, c'est que tous les patchs de sécurité, les mises à jour et tout ça sont faits par Microsoft. C'est pas à nous de le faire, contrairement à si on avait une VM. Donc là, oui, on a un plan B. Donc si je reviens ici, notre plan B consisterait dans Visual Studio, au moment où on fait notre publish, de choisir un mode de déploiement en self-contained, plutôt qu'un framework dependent. Framework dependent, qui est la version par défaut, l'option par défaut plutôt, sous-entend que le framework est censé être installé sur le serveur cible. Self-contained, c'est de dire, non, moi je ne veux pas faire l'hypothèse que mon serveur cible a tout ce qu'il faut, je vais embarquer mon framework avec moi dans mon package de déploiement et je vais le déployer comme ça. D'accord? Donc cette option-là viendrait régler le problème. Donc là, la question qui se pose, dans ce cas-ci, à quoi me servent les extensions et à quoi me sert le fait de pouvoir déployer certaines affaires sur ma web app? Et là, on parle même dans les cas d'application Windows. On revient au scénario du début complètement. Là. Tout à fait. On a le choix entre les deux. Tout à fait. Exactement. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, si j'ai le self-contained, à quoi ça me sert de faire tout ce qu'on vient de voir depuis le début de l'épisode? Ouais. Donc, si je reviens sur ma console, première chose, quand vous connectez à votre console SSH, vous avez un message important ici. Puis tant qu'à moi, ils auraient dû le faire en rouge clignotant, ce message-là, qu'il est super important. Ils vous disent, toute donnée qui n'est pas stockée dans le répertoire /home n'est pas persistée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je vais sur mon répertoire /home, je fais un ls dessus, vous voyez mon .NET install, donc ici, je pourrais me créer un fichier, je peux faire un touch, rester dans la saveur du jour. Show, ici, j'ai mon fichier bracket show.txt, d'accord? Maintenant, si je redémarre ma web app, ce fichier-là va être persisté parce qu'il est dans mon répertoire /home. D'accord? Donc, si j'ai des outils que je peux, ou même des fichiers de données que je peux placer dans ce répertoire-là, ou des outils que je peux installer dans ce répertoire-là, même si je redémarre, ils seront persistés pareil. D'accord? .NET 5, pourquoi je n'ai pas réussi à le faire? Puis, s'il y a des volontaires qui veulent s'attaquer à cette tâche-là, puis qui peuvent nous mettre un petit commentaire soit dans le channel, soit sur Twitter, si vous trouvez la solution, moi, personnellement, je serais intéressé. Si vous êtes capable d'installer .NET dans le répertoire Home, vous venez automatiquement de régler le problème. Ça va être persisté. Okay? Là, pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Parce que la commande en tant que telle qu'on a utilisée pour installer, c'est le package en lui-même, le package Debian qui contient le répertoire cible. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, à la limite, peut-être, j'ai envie de dire, dépackager le package, puis d'essayer de jouer avec les fichiers d'installation pour spécifier un emplacement cible, puis rajouter probablement cet emplacement dans la variable d'environnement du path, puis probablement que ça réglerait ce problème-là. Okay? Ça, c'est vrai pour la version Windows et la version Linux, le même répertoire. Exactement. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait moyen de scripter quelque chose, par exemple, sur un cron job ou quelque chose comme ça, qu'à chaque reboot, il refait l'installation à partir d'un répertoire connu où il y a déjà le data? J'imagine qu'on pourrait faire quelque chose du genre. C'est une excellente question. Je t'avouerai que je ne l'ai pas encore testé, mais j'imagine que oui, tu pourrais te faire une function avec un cron job ou un Azure Automation, un runbook, puis dire, ou même mieux encore. En fait, on pourrait faire ici, dans
beaucoup de services Azure, notamment la web app en l'occurrence, on a une entrée qui s'appelle Event. Ici, je me crée un event, ici, donc un event subscription. Je peux m'abonner à des événements de ma web app. Par exemple, je pourrais m'abonner à un événement qui est App Updated, le premier ici. Puis cet événement est levé si la web app est arrêtée, si la web app est redémarrée, si elle est démarrée parce qu'elle est arrêtée. Puis, dans les détails de l'événement que je vais recevoir, j'ai exactement l'action, l'événement qui est... Donc, je pourrais filtrer en disant, tu as reçu un événement de App Updated, mais exécute cette fonction-là uniquement si cet événement, c'est un restart. Et on pourrait refaire l'installation de cette manière-là. Ça serait effectivement une autre option. Tu as tout à fait raison, Eric. Si je reviens sur ma web app Windows, donc, on va faire show. Si je l'écris correctement, ça va aller mieux. Je suis content que je sois le seul à faire des typos. Moi aussi, je suis monsieur typo reconnu internationalement pour mes typos célèbres. J'ai plusieurs typos célèbres. On pourra en faire un épisode, je pense, à un moment donné. J'aurais que à chaque fois que quelqu'un fait une typo, ça me réconforte. Je me dis, je ne suis pas le seul. moi, si j'étais diplomate, je pourrais faire des incidents diplomatiques avec mes typos, c'est sûr. Là, j'ai pris une autre web app. Pourquoi? Juste pour gagner du temps, parce que j'ai installé dessus d'autres extensions. Que vous allez voir ici. Je vous parlais un peu plus tôt dans l'épisode de Datadog, puis Raygun et tout ça. J'ai installé ces extensions-là. Vous pouvez les retrouver, vous voyez ici, donc j'ai .NET Core, j'ai Datadog, Raygun, etc. Ces extensions-là, contrairement à .NET Framework, .NET Core, si je reviens sur Kudo, je l'ai ici en fait. Ouais, si je reviens ici sur Kudo, comme tout à l'heure, j'ai mon fameux répertoire Site Extension. Puis je vois que j'ai mes différentes extensions ici. Okay? Raygun, par exemple, et Datadog, eux, rajoutent l'extension dans ce répertoire-là, comme .NET Core, mais en plus font l'installation de l'extension. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on voit Datadog et on voit Raygun. Ça va? Et on est dans le répertoire Home. Exact, on est dans le répertoire Home ici. Donc, ça, c'est persisté. Ça veut dire que ces extensions-là, vous pouvez redémarrer la web app, changer de SKU, faire ce que vous voulez, c'est persisté, vous l'avez encore. Si on redémarre la web app, puis on va voir dans le répertoire Site Extensions, ils ne seront plus là, mais l'installation va demeurer, c'est ça? Non, dans App Extension, ils seront encore là. Mais en fait, pour .NET Core, par exemple, il va être encore là, c'est juste il faudra réexécuter le fameux install.cmd. OK, c'est pas l'extension qu'il faut installer, c'est juste le petit blocage qu'on a exécuté pour l'exécuter. OK. Tout à fait, exact. Ça va pour ça? Oui. Un dernier point, c'est pour les extensions. Donc là, on parle des App Service Windows. Je vous l'avais mentionné tantôt. Si on va sur Extensions, je clique sur Add, donc j'arrive un peu dans le Marketplace des extensions. Donc ici, vous voyez, on a celle de Microsoft, mais on a celle d'autres fournisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de créer nos propres extensions, nos propres extensions. Comment le faire? Ça va faire partie d'un autre épisode. Puis, pour être très honnête avec vous, il va falloir que je regarde comment le faire, parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas encore comment le faire. Mais lorsque j'aurai trouvé, on se refera une petite jasette ensemble, puis je vous présenterai ça. Mais c'est ça pour vous dire que vous êtes quand même capable de créer vos propres extensions si vous le voulez. Ça fait le tour. Ça fait le tour pour ce que tu veux nous parler aujourd'hui. Ben, merci. Écoute, ce que je comprends en fait de la plateforme Azure, parce qu'on l'utilise quand même beaucoup nous aussi dans nos projets, c'est que, c'est tout le temps en constante évolution. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, mais ça se peut que tout ça s'améliore dans les prochains mois, prochaines années, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça se peut qu'à un moment donné, les frameworks soient disponibles et auto-installés. On espère, ce serait bien qu'on n'ait pas besoin d'aller faire la petite installation particulière pour ces packages, surtout que c'est Microsoft qui les fait. Ils devraient
assumer que l'intégration qu'on veut faire, elle doit être plus fluide que ça, comme les autres fournisseurs qui font des extensions aussi. Ouais. Je dirais, dans ce contexte-là, je me suis posé la question, mais pourquoi ils ne l'installent pas par eux-mêmes? Je me suis posé la question, puis prenez pas ça pour du cash, c'est vraiment mon avis, c'est la pure spéculation. Je me dis parce que le framework est encore en RC, ce n'est pas une version finale, ce n'est pas une version de prod, donc il n'y a pas forcément de support derrière ça. Donc si ils te l'installaient par défaut et qu'ils faisaient tomber ta web app, tu serais pas content. Donc si en plus tu fais l'erreur d'installer ça sur une web app de prod et que tu fais tomber ta web app de prod, tes clients ne seront pas contents de ça. Donc, on va dire, j'imagine que c'est une sécurité de plus de dire, OK, tu as rajouté l'extension, mais assure-toi que tu veux vraiment l'activer, cette extension. Moi, je pense que c'est plus une préoccupation des gens du support, en fait, parce que si tu appelles pour dire que tu as un problème avec ta web app, ils vont juste te dire, redémarre la machine, ça va marcher. Mais probablement que ce serait réellement des cas. Puis là, ben, évidemment, dès qu'on est dans le domaine des extensions, ben, il y a des étapes à refaire. Ça pourrait être un risque, en effet. Effectivement. Donc, ben merci, Tijani. En fait, c'est la fin de l'épisode. Je vous invite à nous suivre, à suivre ton blog aussi. On va suivre ça attentivement, tes vidéos YouTube. Et puis, allez aussi vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, la chaîne YouTube, et allez visiter notre page Facebook aussi. On publie certaines choses là-dessus à l'occasion. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.